Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, c'est Maude Bernard, alias Nodus. Je suis designer textile. En tout cas, je suis diplômée d'un master en design textile où j'ai commencé à faire de la dentelle au fuseau. Donc, je me suis spécialisée dans la dentelle. À ce moment-là, j'avais pas d'outils et les professeurs ne savaient pas m'enseigner la dentelle. Donc, j'ai appris en autodidacte, tout simplement. Aussi, la Nodus Machine, qui est un métier qui est, comment dire, voué à être accessible, qui est pour l'apprentissage et qui est surtout open source et open hardware. Donc effectivement, dans la dentelle, vous avez la dentelle au fuseau, vous avez la dentelle à l'aiguille, vous avez la dentelle industrielle, mais pourquoi alors on crée un nouveau métier finalement? Donc pour ça, on va reprendre un petit peu la base. Je vais vous raconter un peu la naissance de la dentelle. Donc la dentelle, elle est née au XVIe siècle, même si au départ, on ne sait pas trop en fait si elle est née vraiment au XVIe siècle ou avant. Et surtout, elle est née de deux pratiques du textile. Donc la dentelle à l'aiguille, elle découle de la broderie. En fait, les femmes, au départ, prenaient du tissu et enlevaient des fils. Donc c'est de la broderie à fil tiré. Et au fur et à mesure, il restait tellement plus de textile qu'elles se sont dit, en fait, ça n'a plus aucun sens, donc on va se faire notre propre structure. Et donc c'est là où est née la dentelle à l'aiguille. Tandis que la dentelle... Alors, du coup, dans la dentelle à l'aiguille, on a la dentelle d'Alençon qui est un petit peu après, au XVIIe siècle, et qui est vraiment particulière parce qu'elle est considérée comme la dentelle la plus fine du monde. Donc, je l'ai mis comme un point important de développement de la dentelle. La dentelle au fuseau, elle est issue de la passementerie. Donc, en fait, c'était du tissage sur un coussin auquel les fils étaient attachés à des petits morceaux d'os ou de bois. Et en fait, je vous ai ramené un fuseau. Donc le système du fuseau, c'est d'avoir une tête avec un petit nœud et la réserve de fil comme magasin de fil, comme on va retrouver en fait sur un métier. Si on tient le fuseau, le nœud tient, mais par contre, on a le moyen, en tournant le fuseau... Attendez, je vais poser mon micro. Donc en fait, le fuseau permet de dérouler le fil au fur et à mesure de son ouvrage, d'avoir toujours une constante tension, mais tout en gardant ce côté nœud qui permet de différencier les différents fils et de nouer au fur et à mesure. Dans les grandes inventions, on a le fuseau côtier. En fait, la dentelle au fuseau, elle avait deux problématiques. Un, la rapidité d'exécution de la dentelle, et deux, la propreté. Et donc, on a commencé à avoir des inventions. Donc, le fuseau côtier, où en fait, on mettait le fil à l'intérieur du pied du fuseau pour être sûr que le fil ne soit pas sali. Et ensuite, on a le Gevoli, qui est en fait une tête amovible où on peut directement mettre le rouleau de fil sur le fuseau. Bon, évidemment, on a une variété de fuseaux qui est énorme en fonction de où est-ce que la production est faite ou non. Et dans les grandes révolutions également, qui font un peu la transition entre la dentelle artisanale et la dentelle industrielle, on a le calque. Le calque qui est tout simplement inventé en 1809 et est extrêmement utilisé dans le milieu de la dentelle pour les dessins notamment. Donc là, on va retrouver les dessins des métiers industriels actuels. Et en fait, on utilisera le calque pour améliorer son dessin, mais aussi pour le traduire ensuite pour la machine. Si on fait un rapide récapitulatif des métiers industriels, alors on en a trois familles. Donc ça, c'est le stocking frame. C'est un métier à tricoter. Donc ça va être de la maille. Ensuite, on va avoir comme... évolution, le métier wrap, et aujourd'hui on a le métier Rachel, qui est un métier qui est le concurrent du métier Livers. Le métier Livers étant le métier français qui a la dentelle la plus fine, la reconnue la plus fine. Et Rachel lui fait en fait de la concurrence. Et ensuite, on a une troisième dentelle, donc les métiers barman, qui sont issus des machines à tisser de la corde. Voilà. On va retrouver donc les fuseaux mécaniques toujours aujourd'hui présents, et dans les métiers à dentelle, on a le bobinet qui est
l'invention majeure. Donc c'est le premier métier avec ces bobines avec un chariot rond qui permet de traverser les fils de chaîne et qui va créer pour la première fois du tulle. Ensuite, on a bon, je vous le prononce pas, qui est aussi appelé go-through, qui est un métier qui fait passer les bobines d'un côté à l'autre avec une technique différente d'attrapage de bobines. Et on a également le pusher qui, lui, vient pousser les bobines à travers le métier. Et là, on va avoir une révolution importante, c'est celle de la finesse des bobines. Et du coup, on va avoir une dentelle bien plus fine plus tard. Et là, c'est vraiment le métier dont moi, je me suis inspirée. C'est le métier Livers, donc, qui est né en 1813. Le jaune, c'est pas terrible. Et qui, lui, pour le coup, a une structure un petit peu différente au niveau de sa dentelle, mais c'est le métier qui va être le plus polyvalent, c'est-à-dire qu'on va avoir un fond de dentelle, on va avoir un motif de dentelle, et on va même pouvoir avoir de la guimpe, donc c'est des fils qui entourent les motifs, et donc on va avoir toute la complexité de la dentelle artisanale, mais avec un métier mécanique. Bon, en réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Là, je vous ai fait un résumé des quelques machines qui ont vraiment révolutionné le milieu de la dentelle. Mais en fait, chacune ont vraiment, au fur et à mesure, développé des petites innovations. Et donc, c'est vraiment très compliqué de s'y retrouver au niveau des innovations. Je vous ai fait un petit schéma où j'ai réparti en fait la production en 3 parties. Donc il y a la production manuelle qu'on a vue au début avec l'aiguille et le fuseau, et on a la production mécanique. Donc ça va être un métier qui est manuel, mais qui est quand même un métier mécanique. Et le troisième, c'est un métier industriel. Donc ça va être ce qu'on vient de voir. On voit qu'au niveau du métier mécanique, on n'en a pas. Donc c'est l'équivalent du métier à tisser chez les tisserands. En fait, on ne va pas avoir de petites machines manuelles sur lesquelles on va pouvoir apprendre, sur lesquelles on va pouvoir transmettre, sur lesquelles on va pouvoir expérimenter. Et donc moi, je m'inscris là-dedans. Quand j'ai découvert que je n'avais pas de métier pour ma production à moi en tant que designer, je me suis dit que j'allais produire le mien. Alors comment j'ai fait ça ? D'abord, je suis allée faire de l'espionnage industriel. Je suis allée faire un stage dans une des entreprises de Calais et de Caudry, enfin plus précisément de Caudry, où moi j'étais dans un domaine, dans le secteur d'ennoblissement. Donc c'est la partie création, c'est là où on va imprimer les motifs, où on va créer la teinture, les collections, etc. Et je l'ai déjà été confrontée à ce niveau-là, au niveau technique qui était la dentelle, parce qu'en fait on va utiliser un jargon qui est très très spécifique. Et donc, je vais commencer à assimiler un certain nombre de notions sur la dentelle mécanique. J'ai la chance aussi de visiter les ateliers. Donc, les ouvriers, évidemment, ils sont hyper contents de transmettre leur savoir. Ils sont hyper contents de m'expliquer certaines choses. Et moi, pour être honnête, je prends des photos, mais j'y comprends vraiment pas grand-chose. Je trouve que c'est absolument magnifique, mais il y a un niveau de compréhension mécanique qui est vraiment trop important pour moi à ce moment-là. Donc, je prends des super belles photos, mais je les comprendrai genre 3 ans plus tard. Et donc le métier Livers, il ressemble à ça, c'est une espèce de monstre mécanique qui fait plusieurs mètres de long, avec des milliers de fils et des milliers de bobines. Et moi, mon but, c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là où moi, je me lance toute seule, en trouvant des brevets sur Internet, notamment du libre, que du libre, des brevets libres, et j'essaye de décortiquer au fur et à mesure comment fonctionne la machine. Donc j'utilise mon propre vocabulaire parce que les machines elles viennent de Nottingham et la plupart du vocabulaire est anglais et en fait il y a énormément de jargon et de petites subtilités qui font que je comprends pas en fait exactement à quoi correspond quoi. Donc, le métier Livers, il fonctionne comme ça. En bas, vous avez un magasin de fils qui, tout simplement, contient tous les fils des chaînes. Les chaînes, c'est les fils qui sont accrochés au bout des 2 rouleaux, donc les rouleaux de fils en bas et le magasin de tissu en haut. Au milieu, vous avez les cadres. Les cadres, ce sont des barres métalliques qui viennent faire un mouvement latéral de droite à gauche. Et les bobines, donc en jaune, au-dessus, elles viennent faire un balancier d'avant en arrière. Ensuite, vous avez le peigne, qui vient rabattre tous les entrelacements qui viennent d'être faits vers le haut. Alors là, c'est les premiers messages, les premiers
les premiers schémas sur lesquels je suis tombée. Et effectivement, on comprend que quand la bobine passe au milieu des fils de chaîne, on va obtenir un entremêlement. Et ce qui est un peu perturbant aussi, c'est que selon la tension, on va obtenir différents motifs. Donc ça a été un petit peu compliqué à comprendre. Ensuite, je suis allée prendre des échantillons et je les ai regardés de très près pour comprendre comment ça fonctionnait et pour être sûre que la théorie que j'avais vue dans les brevets était toujours d'actualité. Et je me suis aussi confrontée à toutes les manières de tisser des différents métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ça a été un énorme travail de démêlage, de savoir à quel métier correspond quoi et moi, qu'est-ce que je veux faire. C'est à mon tour maintenant, donc j'essaie de comprendre comment ça s'entremêle et je fais mes propres schémas pour essayer de retrouver des choses que j'ai vues sur les dentelles que j'avais dans la main. Et donc je commence à synthétiser un petit peu. Les fils de chaîne, c'est les fils qui sont donc à la verticale en orange. Et ensuite, vous avez les différents fils des bobines qui viennent s'entremêler en fonction des mouvements des cadres. Et vous voyez, je travaille beaucoup avec les mains parce qu'en fait, il y a très peu d'outils de médiation. Et par exemple, au musée de Calais, c'est la même chose. Les tulistes, donc c'est les personnes qui s'occupent des métiers et qui sont spécialisées vraiment sur leur métier. Et quand ils expliquent au public, ils vont utiliser leurs mains pour essayer de faire comprendre comment les bobines passent. Et donc c'est un vrai problème de... c'est extrêmement compliqué comme savoir, mais du coup, comment on fait pour le transmettre ? Je vais jusqu'à essayer de calculer mes déplacements pour savoir de combien mes caves doivent se déplacer en fonction de mes bobines. Voilà. Et là, je suis en 2020, je suis en plein Covid et j'ai plus accès aux ateliers de mon école. Et donc je me retrouve à essayer de faire des maquettes par moi-même pour voir si ce que je comprends, ça fonctionne et si je peux en faire une version simplifiée. Donc les premiers outils que j'ai, c'est du balsa et c'est du carton ondulé qui me servira de pignon. Voilà. J'ai même tenté de faire des portes logiques physiques avec du bois pour essayer de déplacer mes cadres. Et puis je découvre, moi je suis designer, donc je découvre à ce moment-là la CAO. Alors c'est Fusion 360, mais entre-temps je suis passée à FreeCAD. Un autre changement majeur dans ma démarche, ça a été l'utilisation d'outils d'usinage comme l'imprimante 3D qui m'ont permis de me dire, en fait, la bobine avec du bois et du carton ondulé, j'y arriverai jamais. C'est une pièce beaucoup trop technique. Et donc, il me fallait un outil d'usinage qui soit accessible et qui me permette de faire des pièces un minima fiables, d'autant plus que moi, je ne suis pas ingénieure. Donc, j'ai beaucoup de répétitions et d'essais avant d'arriver à faire ce que je veux. Et l'imprimante 3D, elle est géniale pour ça. C'est que c'est accessible, le coût est peu cher. Et ça me permet de réitérer les tests. Alors, je vais vous présenter un peu l'étude de cas. La bobine, en fait, c'est la pièce principale d'un métier. En général, le métier à dentelle, on parle souvent de la bobine. Et on va en voir, il y en a de plein de différentes formes. Même comme ça. Et donc, je trouve encore une fois des brevets et j'essaye de les analyser. Donc comment est fait donc je tombe même sur comment usiner une bobine pour vous dire. Mais comment s'est fait une bobine ? Oula, pardon, excusez-moi. En fait, au centre, vous allez avoir une canette, donc comme sur une machine à coudre. Merci beaucoup. C'est extrêmement fin, c'est 0,7 mm. Et dedans, il va y avoir un fil. Donc la bobine va pouvoir contenir plusieurs centaines de mètres. Le fil est extrêmement fin et en fait, sur les dentelles, on les voit très peu, ces fils-là. Et pourtant, ils sont majeurs dans le développement du textile. Et cette bobine, elle est portée par un chariot. Ce chariot, il sert au déplacement de celle-ci en balancier, comme on a vu tout à l'heure. Donc le chariot, il va traverser la nappe de fil de chaîne et avec son chariot, il va être guidé. Et enfin, la tension, elle est gérée par la petite tige en 5 qui s'appelle une queue de rat
et qui permet de s'appuyer sur la canette centrale, et c'est uniquement par ça qu'il gère la tension. Alors ça, je vais vous le traduire. J'ai perdu mes notes parce que j'improvise toujours. Ok, je suis perdue. Ok. Alors, en réalité, on peut uniquement apprendre à travers l'expérience en étant sur la machine et en essayant différentes choses. Et dire « Ah, ça marche, mais en fait, ça marche pas ou ça marche que sur cette machine ». Alors, il faut lever les pour et les contre et essayer des choses. Et ça, c'est la parole d'un tuiliste. Et j'avoue que moi, ça m'a beaucoup parlé. Donc les différentes bobines que j'ai essayées, c'est d'abord la bobine qu'on a vue sur les métiers barman, donc c'est les métiers à tisser de la corde. Donc j'ai commencé à un prototype, mais c'était beaucoup trop fragile pour le prototype que je voulais faire, donc je suis allée me diriger vers les bobines qui existent sur les métiers levers. Et là, j'ai essayé de reproduire la bobine. Alors évidemment, la mienne, elle fait 1 cm quand la leur, elle fait moins d'1 millimètre. Mais on a le même système avec un ressort au centre qui permet également d'avoir une autonomie de la tension. Donc j'ai développé ça au fur et à mesure avec les petits soucis qui s'en sont suivis. Et puis après, je me suis rendu compte qu'avec ma bobine de 1 cm de large, mes bobines, en fait, elles n'arrêtaient pas de se prendre dans les fils de chaîne. Et donc j'ai commencé à me dire, je vais faire une bobine plus petite. Donc j'ai réduit absolument tout. Ma bobine, maintenant, elle n'a plus un ressort au centre, mais elle a également une queue de rat. Donc je suis contente, en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que leur design est parfait et que je veux m'en approcher. Donc ça, c'est pareil, c'est des études sur FreeCAD qui me permettent de savoir au niveau du mouvement à quel moment je vais rencontrer des problèmes ou pas. Et j'en trouve toujours, pour être honnête. Et là, ma dernière innovation sur la bobine, c'est le fait de rajouter quelque chose qui permet de traverser la nappe de fil, parce que moi, je ne suis toujours pas sur une bobine de 1 mm, mais de 7 mm. Et donc, mon but, c'est de trouver des alternatives tout en gardant un design qui fonctionne. Alors, donc c'est ce que je disais au tout début, ma machine, à moi, le but, c'est qu'elle soit vouée à l'apprentissage, à la médiation et à la compréhension du textile. Donc là, c'est 3 fois ma machine, 3 ans d'affilée que j'ai présenté aux Journées européennes des métiers d'art. Donc pourquoi je suis aux Journées européennes des métiers d'art? Tout simplement parce que, ok, la dentelle au fuseau et la dentelle à l'aiguille est un métier d'artisanat, mais sachez que le tuiliste, qui est donc la personne qui est responsable du métier à dentelle, et aussi du domaine de l'artisanat. Donc on est sur une machine qui est industrielle avec un savoir-faire du métier d'art. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement précis et incroyablement sensible comme savoir. Donc je présente ma machine. Je présente ma machine dans ces lieux-là tout simplement pour parler de la dentelle et pour essayer de montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que moi, comme je vous le disais au début de la conférence, quand j'ai rencontré les métiers levers, en fait, je ne comprenais rien à ce qu'il y avait dedans. Donc le but, c'est de montrer ce qu'il y a à l'intérieur pour qu'on comprenne comment fonctionne la dentelle, pouvoir continuer à innover dedans. Et surtout, j'ai perdu le fil de mon idée. Donc dans les manières de faire ma méditation, il va y avoir les ateliers. Donc je vais reprendre la base de la dentelle au fuseau pour expliquer d'où part la dentelle industrielle et du coup expliquer comment ça fonctionne. Et puis je fais aussi des tableaux qui permettent d'avoir vraiment un historique de la dentelle, que ça soit au fuseau jusqu'à ma machine. J'ai également intégré dans mes outils de médiation les manips. Donc les manips, c'est des choses qu'on va retrouver dans les musées.
C'est des petits moyens mécaniques de permettre de faire participer le public pour qu'ils comprennent un mécanisme. Et donc, pour que ma machine elle soit accessible, j'en ai fait aussi. Et ça permet vraiment au public de mieux comprendre ce qui se passe même dans ma machine qui est très simplifiée. Et puis évidemment, j'utilise les réseaux avec des petits schémas et des manières d'expliquer qui sont un peu plus simplifiées pour faire parler de la dentelle et pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Alors pour le coup, la transmission dans le domaine de la dentelle, il est très compliqué parce que, par exemple, pour la dentelle d'Alençon, dont on a parlé au tout début de la conférence, on parle d'un patrimoine immatériel. Et en fait, les dentelières ont un savoir qui, aujourd'hui, n'est pas transmettable par un manuel, par quelque chose qui est écrit, par un schéma. C'est uniquement l'oral, l'imitation et la répétition des gestes qui est capable de faire une transmission du savoir-faire. Et d'ailleurs, c'est une des dernières choses où on dit que donc c'est la dentelle la plus fine et la plus belle du monde. Et aujourd'hui, la mécanique n'est pas capable de reproduire la dentelle d'Alençon. Et il en va de même pour la dentelle donc industrielle, la Livers. En fait, les tulistes, donc c'est toujours ces personnes qui connaissent absolument tout le métier, elles ont tout un savoir-faire qui est immatériel, dans le sens où elles vont écouter la machine, elles vont la regarder, mais il y a aussi une sensation au niveau de la tension des fils, etc. Et en fait, cette transmission, elle se fait du coup de personne à personne. Et dans l'usine que j'ai visitée, dont je vous parlais au tout début, on voit plein de petits signes qui sont justement des traces de cette transmission de savoir-faire entre tulistes. Mais aujourd'hui, pour transmettre, on commence à se poser la question d'utiliser la 3D, par exemple, ou le eye tracking, le genre de choses qui permettent de visualiser un savoir qu'on n'est pas capable de voir, tout simplement. Et donc, dans cette logique de transmission, il y a aussi l'accessibilité. Et que ça soit dans la dentelle artisanale, où en fait on va avoir des schémas de l'époque où c'était littéralement des numéros et on nous disait faites un nœud ici ou plantez une aiguille ici. Aujourd'hui, on a développé tout un code avec des couleurs pour déterminer quelles sont les torsions, quels sont les points utilisés, quel est le passage. Et donc ça, on va le retrouver également donc sur les machines industrielles. Un outil dont je voulais vous parler, c'est Tasteless. C'est Veronica Irvine, qui est une Canadienne, qui a fait une thèse mathématique sur la création des fonds en dentelle, et elle a créé un logiciel open source qui permet de créer ses propres fonds. Et donc, je trouve que c'est typiquement le genre d'outil qui permet la transmission via l'outil numérique et via l'open source. Et donc, nous aussi, on veut transmettre notre savoir. Et donc, on commence également à travailler sur ok, j'ai mon schéma, je sais comment la machine elle fonctionne. Donc, je peux faire mes schémas, mais c'est extrêmement long de créer un motif à la main. Donc, le but d'une médiation, d'une transmission, c'est aussi son accessibilité. Et c'est son accessibilité d'usage. Et donc le but, ça serait de réussir à faire une interface, en tout cas numérique, qui permette de passer du dessin à la dentelle. Et évidemment, les musées et les musées principalement, mais aussi les industriels, ils utilisent des outils de 3D et de vidéos pour essayer de faire comprendre au public comment fonctionne la dentelle. Et donc là, on a une modélisation plutôt très précise d'ailleurs d'un métier Livers au musée de Nottingham. Le musée de Calais a aussi mis en place une série de vidéos sur YouTube qui s'appelle Parlez-vous tuliste, qui permet de comprendre le jargon qui est bien complexe et qui est surtout une succession de transferts de connaissances entre l'anglais et le français. Donc une série plutôt très intéressante.
Et quand on parle de transmission, on se pose aussi la question de la protection. Du coup, forcément, les industriels, eux, ils veulent protéger leur dentelle parce que c'est la dentelle qui est, entre guillemets, la plus fine. Non, celle de la liver, c'est considéré comme la plus fine créée mécaniquement. Et pour ça, il y a deux choses. Un, ils cherchent à conserver leurs archives. Donc, comment conserver leurs archives ? Toujours par le numérique finalement. Ils ont entrepris une grosse partie de numérisation des cartons perforés, parce que les machines Livers fonctionnent avec des cartons perforés, elles sont programmées avec ça. Et donc ça, c'est une grosse partie de la protection de leur savoir-faire. C'est aussi l'historique de tout ce qu'ils ont su faire, de leur dessin, de leur design. Et donc ça fait partie complètement de leur histoire. Et la deuxième chose qu'ils ont mis en place pour la protection de leur savoir, c'est la dentelle de Calais et de Caudray, qui est un label maintenant géographique. Et donc toute la dentelle qui sort de ces deux lieux sont certifiées, elles sont numérotées et on a beaucoup moins de possibilités d'avoir une concurrence déloyale par rapport à ces machines-là, tout en sachant qu'un œil non averti, il n'est pas capable de différencier une machine tricotée d'une machine tissée. Et même quelqu'un d'averti peut sincèrement avoir des soucis. Et du coup, moi, là-dedans, dans quoi je me place ? Eh ben, avec l'open source, le but, c'est de protéger la transmission et le partage. Et donc, le but, c'est effectivement c'est effectivement d'utiliser des licences d'open source et d'open hardware pour réussir à faire perdurer ce projet libre. Et donc aujourd'hui, moi, le but, c'est de développer une communauté qui est sensible à l'open source. Et puis c'est surtout que moi, je sors du design et du textile et la création d'un objet physique, et c'est que des milieux qui sont très très peu sensibles au libre. Et donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver du soutien là-dedans et de trouver des solutions pour garder ce projet libre pour la transmission et le partage. Voilà. Activité professionnelle à côté, tu faisais ça sur ton temps libre? Comment tu t'organises? J'ai pris... Pardon? Oui. Ah oui. Alors comment j'ai fait pour créer ça, sachant que ça prend un temps énorme? Déjà, ça fait 5 ans que j'y suis. Et deuxièmement, en fait, j'ai pris des jobs alimentaires à côté, qui sont des mi-temps la plupart du temps et qui me permettent d'avoir une rentrée d'argent que je mets principalement dans le projet. Mais tout mon temps libre est consacré à la machine, effectivement. Voilà. Merci. Comment quand on vient d'un milieu dont la culture, c'est le brevet, la protection, on arrive à se dire, tiens, mais ma machine, je vais la mettre en open source et c'est la même chose. Attends, je vais essayer de répéter ta question. Comment, quand on vient du milieu du textile et de la protection du brevet, etc., comment on se dit qu'on va mettre sa machine dans le libre? Et bien, tout simplement, pour moi, le projet, il n'a aucun sens s'il n'est pas dans le libre, parce qu'en fait, il y a déjà une machine qui fonctionne, il y a déjà une machine qui est
qui est comment dire, qui produit et qui produit bien. Donc moi, mon but, c'est vraiment cette idée d'avoir quelque chose qui soit accessible et qui soit évolutif. Et c'est vrai que j'ai très peu parlé d'expérimentation, mais la machine, elle est aussi vouée à être un outil d'expérimentation dans le milieu de la dentelle, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, c'est des machines qui datent du début du 20e, début du 19e. Et donc en fait, elles ont une certaine limite de... Il y a plein de choses que j'ai pas dit, excusez-moi, je suis en train de réaliser. Il y a une limite à ces machines dans leur capacité à innover. Elles ne peuvent pas utiliser tous les fils, notamment les nouveaux fils biomatériaux, etc. C'est des fils qui ne sont pas adaptés à l'industrie. Et même si on commence à numériser ces métiers, en réalité, ça reste très compliqué de leur faire faire autre chose. Et donc moi, avec ma démarche de designer, quand j'ai commencé à faire mes grandes dentelles, à utiliser des fils un peu plus élastiques, à m'amuser, je me suis dit, en fait, le métier à tisser que mes copines, elles ont à l'école, j'aimerais bien avoir le même outil. C'est-à-dire que c'est un outil que je puisse hacker, que je puisse venir changer des pièces, etc. Et donc le but de ce métier, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir le rendre adaptatif et permettre de faire de l'expérimentation dessus. Et via l'expérimentation, l'apprentissage, etc., on va pouvoir révolutionner le monde de la dentelle. Alors révolutionner, c'est un grand mot, mais on va pouvoir innover dans le monde de la dentelle. Et donc si j'ai pas ce côté open source avec un logiciel de modélisation libre, un moyen d'usinage de pièces 3D qui est simple et accessible, et tout simplement toute la documentation et toute la médiation qu'il y a autour, et en fait mon projet il n'a juste pas lieu d'exister pour moi. Oui. Tu nous as montré une machine qui fonctionne du coup avec des cartes perforées, et je me demandais du coup sur ta machine de quelle manière tu représentes l'information en gros, de manière générale sur comment va se faire la dentelle. Et est-ce que du coup tu as essayé de développer je sais pas, peut-être des standards sur cette manière d'encoder de l'information? Alors sur la manière d'encoder de l'information, pour l'instant, j'ai pas du tout de standard ou quoi que ce soit. Je suis encore à coder en brut, entre guillemets, des données brutes pour faire déplacer mes moteurs de la distance que je veux. Je sais juste que grâce à mes schémas, je sais que je vais avoir des points de déplacement précis et c'est ça qui va me permettre de faire mes entremêlements. Mais concrètement, pour l'instant, c'est vraiment de la donnée brute que je donne à des moteurs. Donc j'ai vraiment... voilà. Quoi ? Oui. Tu as parlé de job alimentaire pour financer finalement ton projet. Est-ce que les industriels, ça ne pourrait pas les intéresser en fait de participer à la fois pour des questions d'innovation ou pour on va dire, la conservation du savoir ou pour la promotion de leur savoir-faire voilà. Oui, tout à fait. Alors, je suis en lien avec les manufactures à Caudry et à Calais. Je leur ai présenté le projet très tardivement pour une raison simple, c'est j'avais peur de plusieurs choses. Un, j'ai aucune notion d'ingénierie ni de dentelle ou quoi que ce soit. Et donc, à ce moment-là, je me disais, il faut que je leur prouve que j'ai fait quelque chose pour pouvoir aller les voir et leur dire que j'ai bien compris ce qu'ils faisaient et que j'allais pouvoir aller les voir. Aujourd'hui, ils sont intéressés pour plusieurs raisons. Ils sont intéressés parce que, ça peut être de l'expérimentation pour eux, beaucoup plus rapide que sur leur métier qui demande parfois plusieurs semaines de montage de fils. Et deux, pour de la médiation, parce qu'en fait, que ça soit au niveau du public où on ne comprend pas la complexité de ce textile et du coup on le valorise pas et du coup on ne comprend pas non plus ses prix, mais aussi pour les clients qui confondent absolument toutes les sortes de dentelles, qui ont beaucoup de mal à communiquer avec les industriels pour savoir ce qu'ils veulent, et donc ce genre d'outils pourrait les aider à, entre guillemets, transmettre tout ça à ces trois types de personnes. Oui.
Non. Alors, 1970. Ouais. Depuis 1970, il n'y a plus d'Olivers qui sont fabriqués. Le parc machine est complètement fermé. Donc, ils travaillent avec les machines qu'ils ont actuellement. Ils essayent de les faire survivre, certaines. Alors, ils arrivent à renouveler les pièces, mais ils ne sont pas capables de la construire en entier. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Oui. Oui. Ok, alors les machines Livers, alors attendez, je vais remonter ça. On en est là. Donc vous voyez les cadres, c'est ces lames en métal par lesquelles traversent les fils de chaîne. Donc c'est les fils qui sont à la fois tout en bas, qui sont accrochés au magasin de fils tout en bas et qui sont accrochés au magasin de tissu tout en haut. Ces cadres, ils font des mouvements. Ils vont de droite à gauche. Et en fait, il faut qu'ils se déplacent de manière très précise pour que les bobines passent entre elles. Et c'est les cadres qui sont responsables du motif de la dentelle, que ce soit au niveau du fond, donc tout ce qui va être tulle, etc., mais aussi au niveau du motif et ensuite encore au niveau du fil de guimpe. Et en fait, les cartes jacquard, elles vont permettre de diriger le mouvement de ces cadres. Donc c'est elles qui vont être responsables du motif. Si on regarde, alors attendez, je peux peut-être vous trouver. Comment se fait-il alors que le pilotage de ces machines, vous dites que ce soit de l'artisanat, l'opérateur, qu'est-ce qu'il fait à part mettre à la carte et attendre que ça marche? Non mais en vrai, oui, non, mais c'est une très bonne question. Moi, pendant très longtemps, j'ai considéré que c'était de l'industriel et c'est tout. Et en fait, quand j'ai intégré les Journées européennes des métiers d'art, je suis allée voir quel métier était dedans. Et effectivement, les tuilistes y sont. Et en fait, ils y sont parce qu'ils ont une sensibilité par rapport à la machine. C'est-à-dire que, ok, ils mettent les cartes, mais derrière, ils sont obligés. Il y a toute une relation avec la machine pour savoir comment la dentelle va sortir. Et il me semble, alors là j'ai pas les sources malheureusement, mais il me semble que même la dentelle peut avoir un aspect différent en fonction du styliste qui est sur la machine. Parce qu'en fait, il va gérer les tensions, il va gérer un certain nombre de paramètres sur la machine qui va faire que la dentelle elle sorte de la manière la plus parfaite possible. Et c'est cette sensibilité à la machine qui fait que c'est un artisan. Est-ce qu'il y a une tentative d'automatisation de la dentelle de Calais, donc celle au fuseau? En tout cas, moi, de ce que j'ai vu, c'est à chaque fois passer directement du côté industriel. Donc, j'ai pas vu d'intermédiaire entre les deux dans mes recherches. Oui. Où est-ce que tu en es de ta recherche de communauté? À qui jusqu'à présent, à qui t'en as parlé et quels sont un peu les retours? Qu'est-ce que ça donne? Ouais, alors, il y a... Donc, dans la grosse communauté que j'ai, c'est du Twitch. En fait, je vais travailler en direct sur Internet pour montrer mes évolutions, mais c'est surtout que moi, encore une fois, je ne suis pas ingénieure, donc j'ai la chance d'avoir des gens qui viennent m'aider, qui m'apportent des solutions, qui viennent réfléchir au projet avec moi. Donc ça, c'est une grosse partie de la communauté. Je commence à développer tout doucement, c'est les réseaux, hein, c'est YouTube. Et après, je suis en relation avec absolument tout le monde de la dentelle, donc la Cité de la dentelle, les manufactures, et voilà. Oui. Juste pas une question, une remarque. Il faut arrêter de complexer avec l'ingénieur. La démarche que tu as est impressionnante. De méthodologie, d'inventivité, de recherche, d'expérimentation. C'est génial. Merci beaucoup.
Je l'ai pas montré en fonctionnement parce que je pense que, attendez, cette photo permet de bien se rendre compte voilà. Voilà à peu près où j'en suis en termes de rendu de dentelle. Donc c'est cet énorme boulga de fil là-haut. Mais ça reste une preuve de concept parce qu'en fait j'ai quand même réussi à gérer les tensions à la main, j'avoue j'ai un peu triché, de mes entremêlements et je les ai montrés aux tuilistes de Calais et ils m'ont dit que j'avais compris le principe. Mais du coup là j'aurais pas de vidéo sous la main malheureusement. Oui. Au niveau des matériaux qu'il faut pour construire ton prototype que tu as montré, on en est à quel prix à peu près? J'en sais rien. Il n'y a que de l'impression 3D. Bon, il y a quelques bobines dedans parce qu'il y a beaucoup de tests à recycler notamment. Un peu de bois et en fait, ce qui me coûte le plus cher, c'est quasiment les moteurs et les profilés, quoi. Donc c'est pas énorme. Je suis très précise comme personne. Oui. Donc tu partages ce que tu fais de manière régulière sur Twitch. Et comment tu arrives à gérer, ou du moins justement comment tu qualifierais la manière, par exemple, parce que pour partager tout ça, en réalité ça prend aussi du temps. Et puis Twitch déconcentre aussi un petit peu. Donc c'est des sessions de travail qui sont parfois pas autant productives qu'on voudrait, mais en même temps tu le dis, ça te permet aussi d'avoir des avis d'un peu tout le monde. Donc je dirais à la limite, comment est-ce que tu qualifierais ce que ça t'apporte, ce que ça te coûte aussi entre guillemets, et par exemple quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui dit tiens, je vais partager mon projet sur Twitch, qu'est-ce que je peux attendre entre le temps que je vais y passer, ce que ça va m'apporter, etc. Alors, Twitch, c'est, je pense, oui, je sais, je n'ai pas répété la question. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté Twitch et quels sont les plus et les moins de cette manière de communiquer? Alors, dans les plus, depuis que j'ai commencé Twitch, j'ai jamais autant avancé le projet. Parce que en fait déjà c'est un rendez-vous régulier qui me force à travailler, c'est bête mais voilà, et ça force aussi à présenter quelque chose chaque semaine. Donc c'est génial. Deuxièmement, ça a beau parfois être des sessions complètement déconstruites où j'ai beaucoup d'avis et je suis complètement submergée par plein d'avis de personnes qui sont plus spécialisées que moi. Il y a toujours des choses qui vont en ressortir, parfois 3 mois plus tard, parfois une semaine plus tard, mais c'est toujours hyper enrichissant. Et après, en termes de temps, comme je Twitch le soir, j'ai pas l'impression d'empiéter sur ma journée. donc en fait, c'est vraiment du plus. Pour moi, c'est principalement du plus. Mon problème, c'est effectivement, je culpabilise par rapport au fait de ne pas être ingénieur. Et donc, parfois, j'ai ce sentiment de ne pas présenter ce que j'aimerais présenter sur Twitch, par exemple. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? La communauté est extraordinaire. Voilà, en vrai, c'est un soutien incroyable. Pour le coup, c'est vraiment un soutien incroyable. Donc, si quelqu'un veut se lancer sur Twitch, je peux lui conseiller de ne pas trop attendre quelque chose de ces sessions, que ça viendra potentiellement plus tard, en tout cas, les fruits de ce travail-là, et qu'en fait, c'est un super moyen de transmettre, d'interagir, de rencontrer des gens, de prouver que le projet intéresse, voilà. Oui. La communauté sur Twitch, tu parles en français, en anglais, et c'est quel profil les gens qui viennent Alors, donc sur Twitch, je vais parler en français. Donc c'est une communauté française, full française, quasiment. Et
et après, les personnes qui viennent, c'est vraiment à peu près tout profil. Ça peut être la personne curieuse qui en fait n'a jamais fait de mécanique de sa vie, qui s'intéressait pas à la dentelle du tout avant, mais qui par le projet et par le biais technique va s'intéresser d'un coup à la dentelle. Et puis après il y a des personnes qui étaient sur Twitch spécifiquement pour la technologie, la science, la mécanique, etc. Et du coup qui s'y retrouvent dans mon projet parce qu'en fait on fait ça on fait ça pendant 3 heures quoi. Voilà. Oui. Tu parlais tout à l'heure de licence open source, d'open hardware. Donc tu publies tes plans quelque part Alors, pour l'instant, j'en suis à publier toutes mes recherches parce qu'en fait, les plans bougent tellement que j'ai du mal à sortir les modélisations qui sont complètement inabouties et qui changent d'une semaine à l'autre. Mais oui, le but, c'est je suis justement en discussion avec la communauté pour mettre un espace où je puisse mettre des modélisations pour que les gens puissent proposer des choses et avoir une base de travail dessus. Oui. Non. Je crois que ça les décourage. Non, mais par contre, oui, ils vont essayer de me créer des pièces. Par exemple, la bobine, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes qui essayent de la modéliser ou qui m'apportent des solutions et qui passent vraiment du temps sur la modélisation pour essayer de me faire un retour technique sur cette possibilité pourrait être intéressante. Donc, c'est vrai que rien que fournir les fichiers et modéliser sur FreeCAD, qui est du coup libre, ça permet aussi une accessibilité au projet et à la contribution. Oui. Est-ce que tu as été en contact avec des Fab Labs locaux pour avoir des conseils peut-être sur des aides mécaniques, avoir peut-être des ressources Pas encore. Pas encore. Pour l'instant, en fait, comme le projet, encore une fois, il est dans cette idée d'avoir un maximum d'accessibilité, j'essaye de garder aussi un maximum l'impression 3D, qui est beaucoup plus accessible que de l'usinage métal, même si pour moi, par exemple, si je veux me faire mon métier qui soit un petit peu plus précis, je pourrais envisager un jour de me faire une bobine avec un usinage bien plus précis. Mais aujourd'hui, j'avoue que l'impression 3D, c'est aussi dans mon cahier des charges de me dire si ça marche avec de l'impression 3D, ça veut dire que c'est reproduisible à la maison facilement et pour pas trop cher. Et donc, c'est chouette comme manière de créer le métier. Oui. Je ne suis pas un expert en textile, mais il existe des initiatives un peu similaires, des métiers à tisser, je ne sais pas, jacquard. Les métiers à tisser, il y en a qui sont en open source, qui ont été fabriqués. Et je pense aussi à la fabrication de fils. Il y a un super projet qui s'appelle Hilo Textile, qui est une machine en impression 3D toujours, qui permet de faire son propre fil à partir de laine et de pouvoir se créer ses propres fils avec un système de rotation. Donc oui, ça commence à... Enfin, en tout cas, moi, je suis de très près les initiatives open source, open hardware en textile, parce que c'est des choses qui m'intéressent. Et ça commence tout doucement à se développer, ouais. Oui. T'as pas imaginé faire du crowdfunding pour essayer justement de... Si. Si, c'est dans les cartons depuis un petit bout de temps. Je développe aussi la communauté en me disant qu'un crowdfunding, ça se prépare bien et que je veux pas balancer un truc qui soit pas fini et qui soit pas intéressant. Et donc, ouais, c'est en parallèle, j'essaye de trouver des financements chez les industriels, chez les musées pour de la médiation, dans la communauté pour essayer de vivre avec ce projet. Et oui, le crowdfunding est dans les cartons. Oui. Est-ce que tu as des photos de ce que tu as pu faire avec ta machine? Je crois que je ne l'ai pas présenté. Ouais, mais du coup... Attendez, je vais peut-être me déco.
vais essayer de chercher. Est-ce qu'il y a une autre question? J'arrive. Ouais, mais ça va te déconcentrer du coup. T'inquiète, j'ai l'habitude. La question c'était, tu as commencé avec Fusion 360. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi est-ce que FreeCAD est arrivé et comment s'est passé le changement? Et est-ce que ça faisait partie de ta démarche open source ou est-ce que c'est arrivé plus tard ou est-ce que c'est justement peut-être le fait de découvrir ces logiciels qui t'ont intéressé dans l'open source? Alors, Fusion 360, je l'ai utilisé parce qu'à ce moment-là, j'étais effectivement très très peu sensibilisée au libre et quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans l'idée de, en fait, ça se trouve, la machine existe quelque part, mais moi j'ai envie de me faire mon métier. Fusion 360, c'est un peu la solution à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours gratuit ou pas d'ailleurs, mais à l'époque, avec une licence étudiante, c'était gratuit. Ou même, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais bref, c'était gratuit. Donc moi, je me dis, bon, je vais me tester à la CAO, je vais peut-être utiliser un logiciel gratuit pour l'instant. Et en fait, déjà, le fonctionnement m'a très rapidement frustrée avec cette histoire de fichiers cloud. Effectivement, après, plus j'ai développé le projet et plus je me suis dirigée en me disant, en fait, le sens du projet, c'est qu'il soit en open source. Ça signifiait d'avoir tout son environnement en open source. Et ce qui a fait que je n'ai pas changé que FreeCAD. J'ai utilisé Illustrator, je suis passée sur Inkscape, j'ai utilisé Photoshop, je suis passée sur Krita. J'ai fait tout un tas de transitions au fur et à mesure pour avoir tous les outils, enfin presque tous, tous les outils open source possibles. Oui. Est-ce que du coup tu es allé vers le libre et l'open source parce que c'est gratuit? Je viens de le faire, la suite d'outils. Non, pardon, excusez-moi. Non, je ne suis pas allée vers l'open source parce que c'était gratuit. Effectivement, au départ, la gratuité, quand on apprend un logiciel, ça peut être un critère parce qu'on n'a pas envie de payer un truc pour se rendre compte qu'on n'est soit pas capable de l'utiliser, soit qu'il ne nous convient pas, parce que ça peut aussi être ça. Et par contre, effectivement, mon environnement de travail, alors ça c'est un Mac, mais il y a un Debian dessus, ne vous fiez pas à la pomme. Il y a donc FreeCAD en modélisation, donc Krita pour voilà. J'utilise principalement Inkscape pour la traduction, enfin pour tout ce qui est découpe laser, et j'utilise aussi un logiciel open source pour la découpe laser qui s'appelle Laser Magic. Et voilà, je pense que c'est tout. Je suis toujours en train de chercher des photos. C'est faux. Oui, j'utilise OBS Studio. Donc open source. Je crois que je ne vais pas l'avoir sur ce PC. Désolée. C'est fini. Très bien. Merci.